il y a Thanos qui est vraiment le gros méchant qui lui dit t'appelles l'échec une expérience, et il répond l'expérience est une expérience. Ok, c'est parfait. Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les 2 semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interviewe Vincent Touboul-Flacher, CEO et fondateur de Goodid, l'entreprise qui permet à n'importe qui de faire un don gratuitement en regardant de la publicité. Dans cet épisode, Vincent revient sur l'histoire de Goodid, de son lancement à 18 ans directement après le bac, au rachat par KissKissBankBank en 2018. On parle du casse-tête de devoir concilier impact social et rentabilité financière, du lâcher-prise nécessaire pour permettre à Goodid de décoller, mais aussi d'Avengers et de comment fêter la revente de sa boîte au barbecue coréen. Bonne écoute. Bonjour Vincent. Salut. Là, on est aujourd'hui au Scribe, on prend un petit déjeuner ensemble et c'est fort sympathique. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours au sein de Goodid, donc Vincent Touboul-Flacher. Est-ce que tu préfères le pitcher pour la millième fois ou tu veux que j'essaye de voir si j'ai bien fait mon travail ? Ouais, c'est un peu de pression pour toi, non ? Non, attends, je vais essayer. Tu vas faire la essaye. version 2. Donc, Goodid, c'est une boîte qui permet à n'importe qui de faire du don gratuitement. Donc, au lieu de faire un don monétaire, en fait, il suffit de regarder une publicité qui nous permet de donner sur une cause de son choix, comme par exemple donner de l'eau, permettre à des jeunes filles d'apprendre à coder, pouvoir planter un arbre, des choses comme ça. C'est une boîte que tu as lancée en 2013. Ouais, j'ai eu l'idée en 2013. La boîte a été créée en 2015. Le site avait été lancé en 2014, effectivement. Ok. Donc là, maintenant, vous êtes un peu moins d'une dizaine ? Un peu plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. Ça a un petit peu bougé. Ça a pas mal marché parce qu'il y a eu plus de 13 millions de dons gratuits. Ouais. 15 millions, on a atteint les 15 millions. Là, ouais, mais ça, c'est le problème aussi. Les infos sont pas à jour. Non, c'est surtout que les infos vont trop vite. Et ce qu'on peut dire aussi, qui est notable et qui aura probablement un impact sur la suite pour voir comment toi tu as vécu tout ça, c'est que tu as lancé l'entreprise assez jeune, donc à 18 ans ou 17 ans, je sais pas, pareil, c'est toi qui me diras, et que sur le premier cycle complet, ça s'est plutôt bien passé parce que vous avez été racheté par KissKissBankBank et la Banque Postale. Donc, et l'aventure continue dans ce nouveau setup avec toi et l'équipe. C'est ça, c'est mieux pitché que moi, donc parfait. Ok, tu me demanderas, je te prendrai pas très cher pour pitcher. Très bien, ça marche. Bon, et alors, par où est-ce que tu veux commencer sur Goodid ? Est-ce que c'est plus sympa pour toi de parler de l'actualité et de ce que c'est d'être juste en phase post-exit, ou si t'as envie de te faire un moment de nostalgie et de repenser au début ? Sachant qu'on verra probablement tout. Moi, je suis plutôt nostalgique, je crois. Donc, on peut commencer par le début et après aller vers la fin, donc vers aujourd'hui. Ouais, alors moi, j'ai une première question qui me brûle un peu les lèvres là-dessus. C'est, on parle beaucoup, alors c'est des animaux un peu mythiques, les personnes qui décident de dire 5 ans d'études, c'est beaucoup trop long, je pourrais faire plein de choses, et juste après le bac, même si j'avais la capacité de faire plein de choses, je vais décider de me lancer directement dans le grand bain. Donc, c'est très concrètement ce que tu as fait. Comment ça se passe ? À quel moment est-ce que tu switches en disant allez, je vais pas faire HEC, ESCP ou une boîte d'ingé, je vais lancer Goodid parce que c'est ça ma vie. Bon, alors déjà avoir le choix de faire HEC, ESCP et tout, c'est déjà très cool. Moi, je pense que je l'avais même pas en réalité. Donc déjà, j'ai pas eu le choix à faire, ce qui était plus facile finalement. Mais effectivement, moi j'ai fait une terminale. Ensuite, j'avais eu mon idée en terminale. Et j'ai commencé une prépa parce que je savais pas trop quoi faire finalement. Et du coup, je m'étais dit, commençons par le haut. Au pire, je retomberai plus bas, je sais pas ce que je ferai, mais voilà. Et effectivement, au bout de 6 mois de prépa, au début, j'avais commencé à travailler. Pas mal, mais pendant 2 semaines quoi. Puis après j'ai pas tenu le rythme et tout, c'était beaucoup trop ça demandait beaucoup trop de charge de travail pour moi et tout, et j'ai pas réussi à coller avec le modèle. Et du coup j'ai lancé mon idée, donc Goodid, en mars 2014, donc c'était 5-6 mois après avoir débuté la prépa. J'ai fait les deux en parallèle pendant un petit moment, et puis j'ai arrêté au bout d'un moment, je sais pas, ça s'est fait de manière assez progressive en fait. Au bout de 3 mois d'avoir lancé le site, j'ai complètement arrêté du coup les études. Je me souviens même pas de mon dernier cours en fait, c'est vraiment fait, je sais pas, comme ça, de manière vraiment naturelle. Et effectivement, je me suis jamais dit, tiens, je vais pas faire d'études de ma vie. Je me suis pas dit, les études ça sert à rien, etc.
Je me suis juste dit, bon, bah, j'ai une idée, ça marche, parce que je l'avais lancé en parallèle. En tout cas, ça marchote. Je vois qu'il y a de l'attraction au niveau des utilisateurs, au niveau de marques qui commencent à nous contacter pour faire de la pub chez nous. Il y avait des investisseurs aussi qui commençaient à être intéressés et tout. Des trucs, quand on est gamin, qu'on a 17, je crois que j'avais 17 ou 18 ans, ouais, 18 ans, à ce moment-là, qu'il y a des investisseurs qui viennent et qui disent, ouais, moi, j'aimerais bien investir 500 000 ou 1 million d'euros chez vous. Je suis là. Ouais, tu joues au Monopoly un peu, là. Exactement. Surtout qu'au début, j'avais reçu un premier mail, je m'en souviens. Ça, c'est un flashback souvenir. J'avais reçu un mail d'une sorte de fonds de gestion ou je sais plus quoi, enfin, qui m'avait proposé par mail d'investir des petites sommes, hein, je crois que c'était 20 000 ou 30 000 euros, quelque chose comme ça. Et j'avais répondu non mais jamais on sera ouvert à des investissements chez Goodid, voilà, on va rester complètement indépendant et tout. Enfin, je comprenais vraiment rien du tout. Et bref, du coup, je me suis rendu compte que finalement, c'était un projet qui pouvait tenir la route. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et je me suis lancé petit à petit au camp des espoirs au début de mes parents, qui ont fini par me soutenir évidemment, mais enfin évidemment non, c'était très cool de leur part, mais voilà. Mais du coup ouais, ça s'est fait de manière naturelle et aujourd'hui j'ai pas de regret à avoir lancé Goodid, en rien. Par contre, je pense, et souvent je fais parfois des interventions dans des écoles et tout, puisque voilà, ils aiment bien écouter ce que j'ai à dire, voilà. Mais du coup, souvent ce que je conseille en tout cas, c'est de vraiment au moins de finir la prépa ou de faire une école post-bac ou ce qu'on veut, mais au moins de faire 1 an, 2 ans d'école, parce que tu peux faire une année de césure, tu peux voyager, tu rencontres des potes, tu fais des soirées, enfin tu fais plein d'autres choses que seulement apprendre des trucs débiles en cours, parce qu'effectivement la plupart sont assez débiles, mais tu fais plein d'autres trucs qui t'ouvrent sur le monde des associations, sur la gestion et tout, qui font que l'école c'est clairement crucial aujourd'hui. Enfin, c'est hyper important, donc voilà. Ouais, toi, donc ça, c'est une des parties qui te manque, entre guillemets, de te dire, d'avoir eu des années d'étudiant, ça aurait peut-être été pas mal. C'est cool. Clairement, c'est des années d'insouciance, quoi, que t'as pas quand t'es entrepreneur ou quand tu gères une boîte. T'as pas eu du tout d'une manière ou d'une autre? Si, j'ai quand même kiffé de mes 0 à 18 ans, complètement insouciant. Et même en réalité, je pense que je suis resté insouciant de 0 à 20 ans, hein. Mais même plus, aujourd'hui, j'ai toujours une part d'insouciance, évidemment. Mais ouais, quand tu vois tes potes qui partent en vacances pendant 3 mois par an parce qu'ils sont à la fac, ou genre non, même pas, genre 4 mois par an. Ouais, je crois qu'ils sont 4 mois ou 5 mois même de vacances, c'est impressionnant. Ils foutent rien, ils ont 6 heures de cours par semaine, ils passent leur journée à la muscu, tu vois. Tu te dis ouais, putain, c'est sympa aussi quoi, les études. Du coup, pour ça, ça te permet aussi d'avoir le temps de développer d'autres compétences et expériences que seulement les études. Genre tu peux faire plein d'autres trucs à côté quoi. Voilà. Et tu disais là, c'est normal, hein, je connais pas tes parents, mais je peux bien comprendre que ça soit un petit peu exotique, hein, non, le thé que t'es en train de boire est pas très bon. Non, c'est pas grave, on ne le conseille pas. Si vous venez dans l'hôtel, ne prenez pas le thé. Oui. Ouais, tes parents étaient peut-être un poil inquiets. Comment ça se passe effectivement dans ton entourage au sens large? Est-ce qu'il y a une partie des gens qui sont inquiets, qui disent mais qu'est-ce que t'es en train de faire, qui comprennent pas? Est-ce qu'il y en a une autre partie qui au contraire est un peu en train de vivre un rêve par procuration en disant c'est trop bien ce que tu fais au tout début, hein. Avant que ça marche, parce que sinon après c'est facile. Alors exactement. En fait, au tout début, donc j'ai eu l'idée quand j'étais en terminale. J'avais toujours eu des idées d'entreprise et tout à lancer, mais celle-ci j'y croyais vraiment. Enfin, je voulais vraiment aller au bout, et j'ai participé tout de suite à des concours d'entrepreneuriat. En fait, au début, je faisais ça à côté dans le week-end avec des potes et tout, on s'amusait. Et après, j'ai participé à des concours d'entrepreneuriat avec mes potes toujours. Et du coup, on a gagné quelques concours, et ça faisait que ça nous a crédibilisés. Et aux yeux de nos parents, notre famille et tout, ils se disaient il y a quand même quelque chose de tangible. On avait gagné le concours 100 jours pour entreprendre. On est arrivé 2e d'un concours qui s'appelait Samsung Launching People sur 1000 dossiers ou je sais pas quoi. Enfin bref, du coup, il y avait vraiment un intérêt de la part de plusieurs experts, genre Jacques-Antoine Granjon, Et du coup, ça a fait que ça nous a crédibilisés, et tout de suite, mes parents et ma famille s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire et tout. Enfin voilà, on lui fait confiance en tout cas pour gérer le truc. Après, de là à lancer une entreprise et de quitter ses études, c'était pas encore gagné. C'est pour ça que j'ai lancé le site en parallèle de mes études. En réalité, sans qu'ils le sachent vraiment, totalement en tout cas. Parce que j'étais à l'autre bout de Paris, j'étais en coloc avec d'autres personnes et tout, genre je vivais complètement hors du cadre familial à ce moment-là, du coup je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et donc voilà. Ça c'est un truc qui me fait un petit peu réfléchir en ce moment. Je sais pas si tu as un avis sur la question. Alors après c'est toujours pareil, hein, l'expérience c'est la vie que toi t'as eue, ça se transmet pas incroyablement bien. Mais alors, juste sur l'expérience, j'ai juste un truc. Dis-moi. J'ai regardé, c'est débile, hein, Avengers hier soir. Infinity War, le dernier, qui est naze, mais vraiment qui est trop naze. Tu t'attendais à autre chose? Ouais, je sais pas, parfois c'est divertissant, là c'était vraiment naze. Et à un moment, il y a quand même un personnage qui s'appelle Lucky qui dit, genre, il a dit une phrase, genre il a dit, donc il y a Thanos qui est vraiment le gros méchant qui lui dit, t'appelles l'échec une expérience, et il répond, l'expérience est une expérience.
Ok, c'est parfait. Et j'ai trouvé ça génial. Mais vas-y, continue. Genre, je me suis dit, putain, stylé. J'ai pas regardé le film pour rien, tu vois. Merci Loki. Ouais, exactement. Et non, ouais, en fait, la question que je me posais quand tu dis que t'as testé le modèle à côté de, dans l'occurrence ta prépa. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important d'essayer de faire des choses à côté de ses études, son boulot? Parce que pourquoi est-ce que moi j'y pense un petit peu en ce moment? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, notamment dans le recrutement, on va un peu moins s'intéresser aux compétences que à qu'est-ce que tu as fait pour de vrai. Est-ce que tu as, par exemple, j'en sais rien, moi, tu es Instagrammeur avec une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes, même si c'est sur un sujet qui n'a rien à voir, le gaming ou je sais quoi, de facto, c'est intéressant. Ça montre que tu as des skills, ça montre que tu as de la débrouille, etc. Et là, c'est un cas encore plus particulier parce que tu montres vraiment une entreprise. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est, je sais pas, soit que tu conseillerais, soit où tu te dis, ça vaut le coup de commencer à essayer de faire des choses à côté, en fait, de paralléliser? Bon, ça dépend vraiment de ce que la personne veut faire. Effectivement, si la personne veut entreprendre dans ces quatre ou quelque chose comme ça, oui, clairement, je conseille de tester des petits trucs au début. C'est ça qui, c'est juste en testant, en échouant, en faisant des trucs qu'on apprend, quoi. Enfin, vraiment, surtout l'entrepreneuriat, ça s'apprend pas à l'école. Après, nous, clairement, par exemple, chez Goodid, moi, je regarde les CV, les études que la personne a fait, c'est une base, ça crédibilise quand même son CV, très clairement. Ce serait débile de dire que je regarde pas. Par contre, effectivement, si quelqu'un a fait une énorme école de commerce ou une énorme école d'ingé et qu'il a rien fait à côté, c'est vraiment naze. Enfin, ça veut dire, il a appris quelque chose, mais il s'en est pas servi. Donc, je trouve ça inutile, quoi, en quelque sorte. Donc, évidemment, tout ce qui est fait à côté, c'est crucial et essentiel parce que c'est vraiment mettre en application ce qu'on a appris à l'école ou en théorie. Donc du coup, ouais, je pense que c'est ultra important d'essayer des petits trucs et tout. Après, il faut aussi avoir la motivation, la curiosité de le faire. Tout le monde l'a pas et voilà, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Bon, et donc là, on est au début de Goodid. Tu ne fais pas tes derniers cours, tu y pars à fond. À cette époque-là, vous êtes combien sur le projet? C'est toi tu l'as impulsé ou tu l'as impulsé avec des cofondateurs Alors au tout début, j'ai eu l'idée, et puis après, très vite, j'en ai parlé à Théophile et Chao, qui sont mes deux meilleurs potes. Et du coup, on a commencé ensemble à participer au concours et tout. Après, on s'est un peu splitté. Il y en a un qui est parti faire du droit, l'autre qui est parti à Lausanne, à l'EPFL. Bon, voilà, après le bac, et moi j'ai continué, et puis j'ai décidé de continuer à côté de la prépa. Et en fait, finalement j'ai continué tout seul, petit à petit, mais j'ai jamais été tout seul. J'ai impulsé le truc et tout, mais en réalité j'ai toujours été accompagné par des bénévoles. Si je dois faire des spéciales dédiées, je pense à Kevin, je pense à Hortense et tout, bref, qui m'ont aidé dès le début, Avram, pardon. Bref, je vais pas tous les citer, mais du coup il y a plein de bénévoles, de personnes qui ont toujours gravité autour du projet, qui m'ont aidé, des freelances aussi et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fini par rencontrer Thomas et Tristan, qui sont CTO et CPO aujourd'hui de Lead, et qu'on a continué ensemble, quoi. Mais tu les as rencontrés par quel biais? C'était une démarche consciente de ta part? Des concours, en fait. Ouais. Quand je participe à des concours, quand tu participes, t'as plein de gens qui te contactent parce qu'en fait tu gagnes de la visibilité et tout, et qui aiment bien ton projet. Et du coup, voilà, j'ai fini par rencontrer un type qui nous a mis en relation. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Tristan, puis ensuite Thomas. Et on s'est jamais vu d'ailleurs à cette époque, pendant 8 mois, 9 mois, on a bossé ensemble sans jamais se voir. On bossait par Skype, donc voilà. Parfait. Et à cette époque-là, parce qu'il y a un moment où t'étais tout Goodid, donc on sait bien ce que ça veut dire de lancer un projet quand on fait tout. Et après, au bout d'un moment, vous répartissez les rôles. Ce moment où vous répartissez les rôles, t'as trouvé naturellement ta place avec les autres. Là, à cette époque-là, est-ce que tu dirais que t'as plus ou moins pris la même place de Goodid que celle que t'as maintenant? À peu près, quoi. En fait, nous c'était assez facile parce qu'au début, on a commencé, on était Thomas, Tristan et moi, vraiment, de manière permanente. Et en fait, on avait des rôles hyper définis parce que t'as un dev, un designer et moi qui faisais plus la partie commerciale, levée de fonds, administratif, etc. Donc c'était pas compliqué de se définir des rôles et de rester dans son rôle. Après, j'avais un rôle vraiment omniprésent et beaucoup trop omniprésent d'ailleurs. Là-dedans, je laissé assez peu de part de réflexion et tout, et ce qui m'ont très vite fait comprendre. Mais ouais, c'était difficile, mais parce que j'y connaissais rien, je savais pas du tout comment ça se passait dans une entreprise. Je considérais que, de manière bête et méchante, j'étais là, je payais, ça devait être moi qui décidais, quoi. Ce qui est complètement débile, mais... Parce qu'au début, tu les payais ou ils étaient cofondateurs associés? Alors au tout début, non, ils étaient en freelance. Après, je crois qu'ils ont fait un petit peu de bénévolat. En tout cas, je les ai clairement pas payés ce qu'ils auraient dû être payés si jamais ils avaient bossé dans une autre boîte. Mais non, au début, c'était plutôt en freelance. J'avais gagné des concours d'entrepreneuriat, ça m'avait filé un peu de thunes. Et puis j'avais le président de ma prépa, donc Victor Raka, que je suis allé voir, qui est un monsieur de 80 années et plus, qui m'avait donné une salle de cours,
dans la prépa pour m'aider avec donc qui nous a filé nos premiers bureaux en face de la Tour Eiffel, c'est assez marrant, qui nous a filé les premiers ordi de Goodid, des MacBooks machin, enfin et voilà, et donc qui m'aidait, c'était une sorte de mécène quoi en gros. Voilà. Et tu disais au début, tu prenais toute la place, ce qui est, bon, ça me semble aussi logique, surtout quand tu as pris le projet et qu'au démarrage c'est toi qui l'as lancé, enfin après le départ de tes deux premiers cofondateurs. Comment tu t'amorces le mouvement de laisser de la place? Tu m'as dit ils t'ont un peu volé dans les plumes, ils t'ont un peu dit bon écoute c'est... Ouais, on s'est engueulé, mais après je suis hyper têtu, du coup je leur ai pas trop laissé le choix, donc je sais pas comment ils ont fait pendant des années pour supporter ça, enfin ouais franchement des années. Après bon ça s'est fait de manière très progressive et tout, et puis après je sais pas trop comment ça s'est fait, je sais vraiment pas comment ça s'est fait. À des moments je lâchais complètement, à des moments je donnais beaucoup plus de latitude je pense, et à des moments plus du tout, enfin c'était un peu par vague, donc ça devait être assez horrible. Mais voilà, après on se marrait bien sur certains trucs, du coup ça passait. Mais voilà, je sais pas exactement comment ça s'est fait. Ça se fait de manière progressive. Aujourd'hui, je pense pas que je serais la bonne personne pour dire que ça se passe bien. Enfin, que ce soit parfait en tout cas, mais a priori ça se passe quand même beaucoup mieux. Et voilà, enfin, ils ont plus de latitude pour poser des réflexions. Et puis il y a une prise de confiance aussi qui s'est faite avec le temps et tout. Donc voilà. Mais toi, tu penses que t'as changé là, même si tu regardes maintenant en 2018? Je pense que c'est clair. Ouais, d'ailleurs, on me dit plusieurs fois, mais oui, c'est certain. Genre vraiment. Et tu penses que c'est dû à quoi, ou bien comment t'as fait ça? Alors c'est compliqué, mais. Je pense que c'est de la maturité. Je pense que c'est à force d'avoir entendu, à force qu'on me le rabâche, à force que. C'est au bout d'un moment, j'ai gagné en maturité sur ce sujet. Je me suis dit, bah oui, en fait, clairement, déjà c'est horrible pour eux si jamais je leur dis tout ce qu'ils doivent faire. Enfin, c'est pas des machines, quoi. Et ensuite, j'y gagnerai, et la boîte y gagnera si jamais je leur laisse plus de latitude, de réflexion et tout. Voilà, donc je pense que ça s'est fait petit à petit. Je sais pas exactement, il n'y a pas eu de déclic particulier, je pense, mais je sais pas. Après, on est passé par l'accélération du Numa, peut-être à un moment. Ouais. Ce qui m'a vraiment appris à. Enfin, le gros sujet, c'était, j'arrivais pas trop à déléguer. Enfin, j'avais trop peur. On était à un moment où un peu critique dans la phase de la boîte aussi, où on avait plus de financement externe. Donc c'était juste notre chiffre d'affaires qui nous permettait de nous rémunérer. Parce qu'au démarrage, vous aviez eu de l'amorçage ou quelque chose? On a fait voilà, des petits concours machin qui nous a donné, je sais pas, 30 000 euros peut-être au début. C'était comment on a commencé. Puis ensuite on a levé $500,000 du coup, donc ça faisait 440 000 euros je crois, en février 2015. Et après on a refait un bridge entre temps. Entre 2016, l'année 2016, mais au bout on avait plein de trucs à financer, etc. Enfin bref, et du coup on était 6-7 à ce moment là, et on vivait que par notre chiffre d'affaires, et voilà. Donc on vivait pas très bien du coup. Mais néanmoins voilà, là on est passé par la phase du Numa, et un des gros trucs, le gros travail effectivement que j'ai essayé de faire, c'était de déléguer, surtout sur l'aspect commercial, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi sur tous les autres aspects, donc, voilà. Et alors il y a un sujet dont on avait un petit peu parlé en off la dernière fois, qui est pas inintéressant et qui va continuer à jouer une place dans la suite de l'histoire. C'est faire monter une boîte qui a une mission très fondamentalement sociale. Enfin, Goodid, c'est clairement l'objectif de la boîte. Et au milieu de ça, de près ou de loin, l'argent est une variable. Forcément, pour faire vivre la boîte, pour le cash burn, tout ça. Et notamment au tout début, toi, qui te retrouves, alors j'imagine au démarrage avec surtout une envie de lancer une boîte sociale et avec toute la logique financière qu'il y a derrière, comment est-ce que ça s'organise tout ça? Le Rubik's Cube, il retombe sur quelle patte au début en tout cas? Alors, au début, la première volonté, la mienne et celle de toutes les personnes qui ont accompagné Goodid, et c'est vraiment le premier truc qu'on regarde de toute façon chez quelqu'un qui rentre chez Goodid, c'est est-ce que sa première ambition, c'est une ambition sociale, c'est faire le bien dans son travail, c'est chercher du sens dans ce qu'il fait, etc. Du coup, partant de là, il y a quand même derrière, on sort un peu à la réalité, c'est que pratique des choses, c'est que à la fin du mois il faut quand même payer tout le monde, à la fin du mois on a quand même énormément de charges qui tombent, on est une boîte, on doit dépenser, on doit du coup derrière essayer d'avoir des performances de croissance et tout, et donc pour ça il faut générer du chiffre d'affaires, ça c'est le truc le plus sain, c'est le meilleur truc, ou alors lever des fonds. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on arrivait beaucoup plus, ça c'était horrible d'ailleurs comme moment, parce qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait beaucoup plus facilement à lever des fonds qu'à créer du chiffre d'affaires. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui sont dans le même cas de figure que nous, et c'est horrible parce qu'en fait il y a des gros phénomènes buzz, tu vois, autour des startups et tout, ce qui fait que au bout d'un moment tu te dis putain je peux trouver plus d'argent en levant de l'argent que finalement en faisant du chiffre d'affaires, ce qui est débile comme truc, parce que déjà tu dilues ton capital et tu dilues en partie ton indépendance, ou en tout cas ton autonomie, et derrière surtout tu crées pas une boîte, tu crées une association à la limite, tu vois, mais voilà. Du coup on aurait dû voir le statut associatif peut-être avec Goodid, mais ouais, du coup
comment on gère l'aspect social et l'aspect pas lucratif mais au moins rentable, bah c'est beaucoup de galères en fait plus psychologiques qui tiennent à des fonds un peu philosophiques. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et que je vis toujours aujourd'hui, hein, et qu'il y a plein de tensions autour de ça parce que tu te dis bah ok, est-ce que ce que je fais c'est plus performant? Et est-ce que cette performance va amener plus du coup d'impact social, ou est-ce que ce que je fais c'est juste plus performant et derrière ça va pas forcément apporter plus d'impact social, mais ça va juste maximiser ma rentabilité, tu vois. Et du coup il y a toujours ce choix entre rentabilité financière et rentabilité par impact qui est assez difficile et qui est en réalité assez subjectif. Nous ce qu'on a décidé de faire c'est de dire 70% de tout ce qu'on gagne est reversé à des associations. Mais même comme ça reste complexe comme souci. Du coup, on le gère au jour le jour avec l'équipe, avec des discussions, etc. Et après, au bout d'un moment, quand même, je pense, là, on arrive à 1,5 million d'euros qui ont été reversés des assos et tout. Il y a un vrai impact et tout. On est loin de s'en mettre plein les fouilles. Après, je pense que quoi qu'il arrive, au bout d'un moment il faut arrêter de se poser des questions et avancer quoi, et vraiment juste avancer parce que sinon tu fais rien quoi. Et toutes ces questions philosophiques, tu dirais que c'est dans toute l'entreprise à tous les niveaux, dans tout Goodid, ou bien c'est localisé, c'est dans des moments particuliers, c'est plutôt par exemple des collaborateurs, des collaboratrices qui rejoignent Goodid qui arrivent en disant non ça on parle pas d'argent, ou bien c'est toi des fois de toi à toi qui te dit ah la vache. Ça dépend vraiment des personnes, mais globalement vu qu'on est quand même assez intime, qu'on est assez proche et tout, on est tous autour d'une table, on travaille tous ensemble et tout. Ça vient plutôt à des moments ponctuels sur un choix. Par exemple, un publicitaire qui va venir nous voir et qui va nous dire je sais pas, j'aime bien faire une campagne, ce publicitaire il est un peu limite. Ça va être je sais pas, un gros budget, ça va être un point, un youtubeur qui va vouloir bosser avec nous, mais par ce youtubeur il fait travailler ses enfants ou genre des trucs comme ça. C'est un truc qui nous est arrivé. Bref, du coup je crois que je vois de qui tu parles en plus, mais bon. Ouais, il y en a plusieurs malheureusement, mais du coup on n'a pas bossé avec eux. Mais en fait ça va vraiment venir de manière ponctuelle et ça va toucher tout le monde, hein, vraiment. Ça va être des débats, ça va être ah ouais mais est-ce que vraiment ce qu'on fait c'est bien. Et en fait ce genre de problématique tu l'as dans toutes les boîtes clairement, mais dans une boîte comme la nôtre, après aussi c'est par les profils qui alimentent cette boîte. Clairement nous ça revient très régulièrement quoi, sur ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est éthique, nanana. Et c'est bien parce que du coup on garde du sens et tout, mais par contre parfois effectivement ça ralentit les choses. Je sais pas si finalement c'est et la question c'est moins productif, mais au moins à la fin de la journée on se dit en tout cas sur le long terme je pense que ça paye. Et là, cette question donc un peu philosophique, argent, social, c'est arrivé quasiment dès le début, ou bien tu as eu une petite phase de lune de miel où tout allait bien et jusqu'à justement un grand choix cornélien du type il y a un acteur complètement chétane qui veut être publicitaire et tu dis ah ouais d'accord ça c'est beaucoup d'argent mais en même temps Franchement je pense qu'on a eu on se pose je pense beaucoup de questions quand même. On pourrait s'en poser beaucoup plus aussi, clairement. Ouais. Enfin, après, il y a une culture de boîte aussi au moment où on est une startup, quoi, on a besoin d'avancer. Mais non, je crois qu'on n'a jamais eu on a déjà eu des débats, par exemple, je peux citer le truc, hein, sur Hanouna, par exemple. On avait notre responsable communication il y a 1 an et demi, 2 ans, on voulait travailler avec Hanouna. Moi, j'ai soutenu le truc. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que derrière, ça nous apporterait de l'audience, ça ferait, du coup, les gens qui regardent Hanouna, c'est pas des monstres, hein. C'est des gens comme nous, comme tout le monde. Je regarde pas personnellement, mais je pourrais très bien regarder, si ça se trouve. Mais du coup, ces gens, on pourrait leur faire connaître Goodid et faire en sorte de les sensibiliser à des associations. Que ça passe par Hanouna, est-ce que c'est vraiment grave? Je sais pas. Mais la question c'était, est-ce que associer aussi l'image de Goodid, l'image de l'associatif, l'image d'association qu'on soutient et tout, sur lequel on est censé avoir une vraie crédibilité et tout, une expertise, est-ce que les associer à ce genre d'émissions, qui sont quand même un peu bas de gamme, genre, désolé, est-ce que vraiment c'est performant même sur le long terme? Est-ce que ça réduit pas un peu la cause associative qu'on va soutenir? Enfin, du coup, il y a toute cette question. Finalement, on a fait le truc, mais ça a vraiment divisé un peu. C'est pas un gros clash dans l'équipe, hein. C'est pas en mode on se casse, ok. Mais ça, je crois qu'on est arrivé à un débat, à la fin du débat, on n'était pas tous d'accord, quoi. Du coup, ce genre de truc, il est un peu compliqué. Après, on fait plein de trucs. Vous l'avez fait ou pas du coup? Ouais, on l'a fait. On est allé les voir. Ça s'est pas produit finalement. On avait un contact chez eux et tout. Il y avait un truc à faire. Ça s'est pas fait, mais on est allé au bout. Ouais. Enfin, en tout cas, on avait l'initiative de le faire, pour être tout à fait transparent, tu vois. Voilà. Mais sur d'autres sujets, par exemple des youtubeurs. Il y avait une youtubeuse à un moment qui voulait qu'on lui paye son voyage que l'association et Goodid lui paye son voyage au Maroc, je sais pas quoi, pour l'aider, pour soutenir un des projets qu'on avait. Et en gros, on voyait très bien que la motivation derrière, c'était pas du tout une motivation sociale, caritative ou quoi, c'était vraiment aller se faire payer des vacances, quoi. Et ça, pour nous, c'est pas du tout passé. On en a parlé avec l'association et tout. Et du coup, ça, on travaille pas avec ce genre de personnes. On travaille, en tout cas, une des valeurs de Goodid, c'est nos valeurs, c'est API, APIE, et l'une, c'est
être authentique, c'est la première, et c'est difficile, clairement, comme valeur à avoir. Et c'est difficile d'être tout le temps authentique et honnête, enfin transparent surtout. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc qui, je pense, nous anime et tout. Donc, voilà. Il y a des choses par rapport à ces valeurs que tu regrettes, qui sont sur le parcours, des choses où tu te dis, j'aurais peut-être pas dû le faire. Après, bon, c'est des erreurs, on en fait sur le chemin, ou pas particulièrement. Vous avez réussi à tenir une Alors, ce que je vais dire, c'est, j'ai pas d'avis là-dessus en fait. Mais est-ce que si on fait quelque chose de manière inconsciente, est-ce qu'on est vraiment responsable ou pas, tu vois, enfin c'est un vrai débat philosophique genre de toute façon, mais du coup il y a plein de trucs que j'ai fait de manière inconsciente que je comprenais pas sur le moment, que je regrette aujourd'hui clairement, et je me dis que j'aurais dû les comprendre. Du coup ouais, je pense que j'ai fauté, je regrette. Après c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui on en est là, on a créé quand même un truc qui est hyper positif, on a financé plein de projets, enfin globalement je pense qu'on a quand même un impact positif, et voilà. Après évidemment, tout n'est pas parfait, enfin c'est certain. De toute façon, dès que tu commences à faire des trucs qui ont un peu d'impact, enfin qui prennent de l'ampleur, tout ne peut pas être parfait. Il y a des choses qu'on aurait clairement pu mieux faire. Bon bah voilà, il a fallu qu'on apprenne. Il n'y a pas que moi qui fais des conneries, voilà, tout le monde en fait. Bon, c'est dommage, mais faut passer à autre chose quoi. Et sur le faut juste pas les refaire. J'ai encore une autre question en tête là sur le chapitre entrepreneuriat social et rentabilité. C'est un peu la dichotomie qui peut exister. Est-ce que l'extérieur, la vie de l'extérieur a joué un rôle? Est-ce que, je sais pas, il y a eu des gens qui vous ont dit Goodid, vous défendez des valeurs sociales, mais en vrai vous avez levé X et vous êtes fait racheter tant, et du coup ça matche pas? Est-ce que parce que ça c'est très à l'intérieur, surtout ce dont on a parlé, l'environnement il joue un rôle là-dedans, ou ça n'est jamais trop arrivé? Ouais, clairement. Alors le truc de vous êtes racheté, vous dites que vous faites du social et tout, et des critiques là-dessus, en réalité on en a eu, franchement, ça me paraît même étrange, mais on en a vraiment très peu quoi. Si au début on me disait oui, bah tu te fais de l'argent sur le dos des associations et tout, alors qu'on n'a jamais gagné, enfin moi je me suis pas payé pendant plus de 3 ans je crois, ou 4 ans, enfin bref, et même quand je me payais c'était que dalle, enfin bref, du coup donc enfin clairement je pense pas qu'on se soit fait de l'argent sur le dos des associations, mais c'est un truc qui nous revenait au début, et finalement je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, on a arrêté de nous le dire. Mais c'est beaucoup de communication, de toute façon c'est débile, hein, mais c'est beaucoup de com. On a assez de peu de critiques, je trouve, sur le modèle. Et je pensais même qu'on en aurait plus, hein, pour être tout à fait honnête, même sur le côté on va chercher de la pub, qui est quelque chose de hyper mercantile pour le transformer en don. Mais en fait ça se passe plutôt bien, les gens adhèrent plutôt, globalement. Du coup voilà, je me souviens plus de la question. Non, la question c'était est-ce que l'environnement, les cercles dans lesquels vous étiez, ça joue un rôle justement, venez souligner le grand écart qu'il peut avoir des fois entre rentabilité et social, même si vous faites de votre mieux pour... on a un modèle qui, de manière intrinsèque, de toute façon, genre hyper compliqué, parce qu'on va chercher de l'argent auprès de publicitaires. La pub, c'est hyper superficiel, c'est le truc hyper mercantile et tout, qui fait marcher l'économie et tout, évidemment, mais c'est quand même vraiment le truc de Bouitas de base, quoi. Les agences de pub, les agences de com, machin, c'est un monde qui est quand même très particulier, qui est hyper... c'est un peu la quintessence du capitalisme, quoi. C'est un peu la bout de chaîne. C'est 99 francs. Ouais, exactement, tu vois. Et à côté de ça, on marie ça avec des associations qui, elles, se revendiquent. Pour la plupart, c'est vrai et tout, mais néanmoins, il faut quand même nuancer, hein, c'est pas non plus les bisounours. Authentiques, qui se revendiquent sociales, humaines, etc. Et du coup, bah, tu matches ces deux mondes qui sont clairement à l'opposé, en quelque sorte, un peu. Genre, il y a le côté un peu... on va aider les gens, et de l'autre un peu cynique parfois, quoi. Et du coup notre modèle de base il est schizo, quoi. Enfin vraiment, et c'est pour ça que nous aussi chez Goodid il a fallu quand même assez rapidement au bout d'un moment orienter les choses pour éviter qu'on ait tout le temps ces questions à se poser. Sinon si on est tout le temps en train de faire la dichotomie entre superficiel, mercantile, machin, et humain, valeur, éthique et tout, tu pètes un câble, quoi. Du coup voilà. Mais globalement le truc le plus important, enfin dans la boîte, c'est ce qu'on se rend compte, c'est vraiment l'aspect humain en interne. Il y a la communauté Goodid, il y a les associations, on essaie de dialoguer énormément avec elles et tout, mais ce qui compte vraiment, enfin, c'est ce que tu vis tous les jours. Et ce qu'on vit tous les jours, c'est les relations entre les collaborateurs et tout, ce qu'on pense, etc. Donc c'est pour ça que chacun doit être hyper proche des annonceurs, des assos, des partenaires, de la communauté et tout, pour bien refléter en interne ce que l'externe pense. Mais c'est quand tu te lèves le matin et que tu t'engueules avec quelqu'un, ou que tu te lèves le matin et que tu rigoles et que tu prends un café et machin, que c'est là où ça compte vraiment, quoi. Enfin, et c'est à ça que tu penses. Et donc là-dessus, je sais que j'ai fait plein d'erreurs, mais par contre, je pense que globalement sur la durée, je pense que sur les 4 ans et tout, j'ai pris des décisions quand même cruciales qui allaient plutôt dans le sens à chaque fois, enfin globalement,
de la politique en interne et des RH, quoi. Enfin, genre, et du coup, bah, ça a fait en termes d'impact à la fin, que je pense que j'ai revu un peu à la baisse aussi les ambitions de Goodil et tout, parce que j'ai préféré garder et préserver un truc, une harmonie en interne, tu vois, pour faire en sorte que le soir je me couche et je me dis ok, j'ai peut-être été un peu moins ambitieux, mais au moins j'ai fait en sorte que des gens en interne que je connais, des collègues qui sont plus que des collègues en réalité, ils sont un peu plus heureux et tout, quoi. Donc, et moi aussi d'ailleurs. D'ailleurs, qu'est-ce que ça a changé pour toi de passer d'un statut totalement libre, c'est-à-dire quand au tout début tu es tout seul, tu montes ton projet, t'as tout entre les mains. Après, quand tu travailles avec quelques freelances, ne nous cachons pas que tu es très libre aussi, au moment où, par exemple, voilà, tu commences à embaucher quelqu'un, tu as quelqu'un en CDI avec toi. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi ou pas particulièrement ? Alors j'ai mis pas mal de temps effectivement à embaucher, parce qu'on a le temps d'avoir des moyens, etc. Après, ça n'a pas changé grand-chose au début, parce que j'étais vraiment immature au début. Enfin, vraiment, c'était beaucoup trop en jeu et tout. Et encore, je dis ça et je pense... c'est un peu prétentieux ce que je veux dire peut-être, mais avoir la maturité aujourd'hui de m'en rendre compte, mais il y a des entrepreneurs qui s'en rendent absolument pas compte, qui jouent avec la vie de leurs collaborateurs, qui sont assez exécrables, enfin bref. Mais du coup, ouais, au début, c'est clairement ce que je faisais, enfin c'était un jeu, voilà, on CDIse quelqu'un, et en fait je me suis rendu compte, peut-être 8-9 mois, voire 12 mois après, que un CDI, effectivement, c'était un engagement colossal, à la fois pour moi, à la fois pour lui, parce que 12 mois plus tard, j'avais plus de thunes, quoi. Mais au début, non, je savais que c'était le process. Au bout d'un moment, tu bosses avec des freelances, clairement, tu as des risques de requalification, etc. Et puis, quoi qu'il arrive, ça apporte une stabilité, ça apporte même une valeur à la boîte avec des salariés qui se projettent sur le long terme et tout. Ça leur apporte une stabilité aussi qui te permet de créer beaucoup plus de valeur, parce qu'à la fin du mois, ils se disent pas, putain, j'ai un statut pas du tout sécurisé, etc. Donc, non, ça me paraissait classique, en fait. Après, il y a d'autres engagements que ça apporte derrière. Voilà. Mais je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, en fait. En tout cas, pour les premiers CDI qui sont arrivés février 2015, donc à la création de la boîte. Après, depuis maintenant, en tout cas, chaque CDI, c'est genre un engagement. Ouais, tu pars à l'hôtel te marier. En tout cas, de mon côté, ouais, c'est un peu ça. Malheureusement, il faudrait pas, mais. Ouais. Même maintenant que, entre guillemets, la stabilité financière est un peu moins prise de tête sur Goodil. En fait, comme t'as dit un moment post-exit, et je me considère pas vraiment comme ça en fait, pour être tout à fait honnête. Oui, c'est vrai, hein. Dans les faits c'est vrai, mais ouais, pour moi, on reste une boîte. Enfin, c'est pas, en fait, le rachat, financièrement évidemment ça change les choses, mais c'est pas ça qui fait que ta boîte elle marche mieux ou moins bien, hein. Enfin, genre de base, ce qui fait que ta boîte elle marche mieux ou moins bien, quoi qu'il arrive, c'est pas une levée de fonds, c'est pas un rachat, c'est pas quoi que ce soit, c'est le fait que tu génères plus de chiffre d'affaires que le mois d'avant, c'est tout. Enfin, c'est vraiment, il y a que ça, quoi. Et ton EBITDA, tes dépenses. Mais du coup, nous on a des objectifs d'EBITDA, enfin c'est ça que je regarde, quoi, c'est tout. Donc voilà, c'est tout. Et donc là, on revient un peu dans l'histoire. On a digressé pas mal. On t'avait laissé au moment où t'es au Nouma. Tu travailles sur apprendre à déléguer. Et tu t'es un poil inquiet parce que c'est à la fois le moment où tu vas apprendre à déléguer et le moment où tu te dis comment est-ce que ça va marcher parce qu'on on a moins de cash. C'est quoi la suite de l'histoire? Non, mais c'est ouf. Mais du coup, ça fait une putain de conclusion, effectivement. Je me suis pas rendu compte, mais la fin de l'histoire, en tout cas pour surtout Nouma, c'est effectivement un des moments les plus critiques, en tout cas, parce qu'on doit se financer. Donc c'est un des moments où moi j'ai le plus de mal à déléguer, parce que je me dis non, il faut que je le fasse, tous ces rendez-vous avec les annonceurs, tous ces rendez-vous avec les marques, il faut que ce soit moi, parce que vraiment on peut pas en rater un seul, quoi. Enfin, il faut vraiment qu'on y aille à fond. Et finalement c'est là où j'ai appris petit à petit à déléguer, et finalement ça a très bien marché. Enfin, finalement c'est là où on a le plus remonté la pente, on a vraiment réussi à stabiliser le modèle petit à petit et avoir énormément de traction, et c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Donc c'est le fait d'avoir délégué qui t'a permis de passer à l'échelle du dessus. Exactement. Moi, il fallait que je me concentre sur. On était en train de faire une levée de fonds du coup à ce moment-là. Ouais. C'est ça qui nous a amené au rachat finalement. Mais au début, on faisait une levée de fonds de plus d'1 million d'euros et tout. Et du coup, c'est parce que j'ai pu me focaliser sur la levée de fonds qu'on avait fini par signer plusieurs LOI et tout, qui a permis derrière, notamment à Jenny par exemple, de se focaliser sur l'aspect commercial et donc de générer du chiffre. Voilà. Donc clairement. Enfin. Donc déléguer c'est bien. Voilà. Déléguer c'est bien, faites ça. Donc là on est à quelle date à peu près, d'accord, sur ce moment où justement tu travailles pour déléguer et ça doit être novembre 2016 à février 2017, je crois, un truc comme ça. Je suis hyper mauvais pour les dates. Ouais. Et donc du coup c'est ça, ouais. Là on est en 2018, on est en août 2018.
l'année 2017, c'est l'année où il se passe quoi et où c'est vraiment vous surfez sur le fait que justement vous avez trouvé un modèle qui marche bien et en interne et en bref, 2014 c'est la bêta, c'est le test, machin, c'est n'importe quoi. 2015 c'est on lève de l'argent, on a plein de tricks et on le dépense n'importe comment. 2016 c'est on s'en rend compte et du coup il faut trouver un modèle. Mi-2016 on commence à le trouver. Fin 2016, on n'a plus de thunes du tout. Il faut vraiment générer du chiffre. Et c'est là où finalement on s'est sorti les doigts et on a commencé à générer du chiffre. On appelle Hanouna. Exact. Je te taquine là. Ouais, non, mais forcément. Je crois que c'était avant même. Mais voilà. Et 2017, c'est là où le modèle s'est vraiment bien enclenché et tout. Niveau acquisition d'utilisateurs, on a vraiment déjà bien le pipe et tout. Niveau commercial aussi. Sur la rétention aussi des annonceurs et tout. Donc là, c'était vraiment top. On a vraiment créé une équipe où il y avait une bonne harmonie, où on se donnait à fond et tout. Et c'est là où on levait des fonds. Donc l'année 2017, c'était l'année de stabilisation du modèle et je sais pas comment on dit, cycle, voilà. Et industrialisation du truc quoi en gros. Et levée de fonds. Donc on était en train de faire une assez grosse levée de fonds et finalement rachat. Qui a duré le rachat a duré je crois 10 mois, quelque chose comme ça. Donc ça a duré vraiment beaucoup de temps, plus de temps que ce qu'il aurait fallu, clairement, parce qu'on était en ce qu'on appelle dual track, donc on sera à la fois de levée, à la fois de là-dessus, donc du coup c'était assez long, assez lent, en termes de tension psychologique assez dur. Surtout qu'au début c'était pas du tout, je m'imaginais même pas vendre à ce moment-là du tout. Voilà. Donc, tu dis tension psychologique, c'est-à-dire plein de trucs. Déjà jusqu'à ce que c'est la première fois que je reviens là-dessus du coup après tout ce temps, mais là en live, en tout cas en public, mais jusqu'à ce que on soit, je sais pas la veille de la signature, mais peut-être quelques jours ou semaines avant, quoi, genre peut-être 2 semaines avant, je savais même pas encore si je voulais vraiment vendre ou pas en réalité. Et du coup, au bout d'un moment, je me posais la question au début, puis après je me disais on va voir ce que ça donne. De toute façon, au pire, j'ai levé de fonds à côté et tout. J'ai dû essayer pendant des mois, pendant je sais pas 4-5 mois ou 4-5 mois, gérer à la fois. Donc il y avait un fonds corpo, un gros fonds parisien aussi, classique, et après des angels aussi qui étaient partants. Et j'ai dû gérer à la fois tous ces gens qui étaient prêts à investir et tout, et à la fois derrière le rachat. Et ça te met dans une galère. Déjà, t'as une tension entre ceux qui veulent investir, le rachat, et ensuite t'as une tension entre toi, est-ce que vraiment, et les équipes aussi qui se baladent derrière et ils savent pas trop ce qui se passe et tout. Alors j'ai essayé d'être transparent et tout. Je sais que par exemple là-dessus, je l'ai pas assez été, et en même temps c'était très compliqué comme moment parce que c'est difficile pour les équipes d'être tout à fait transparent sur tout ce qui se passe sur un rachat et tout, puisqu'il y a plein de montants, il y a plein de choses il y a plein de sujets en fait qui sont abordés, et à la fois ils sont un peu baladés parce qu'ils savent pas trop est-ce que ça va être levée de fonds, est-ce que ça va être rachat, machin. Et moi-même j'étais pas sûr, parce que jusqu'à la fin tu sais pas exactement ce qu'on va te proposer, à la fois pour la levée, à la fois pour le rachat. D'ailleurs ce qu'on va te proposer, je parle pas même financièrement de manière individuelle, c'est aussi ne serait-ce que financièrement pour la boîte, l'avenir de la boîte, à qui tu vas la léguer finalement en quelque sorte. Alors moi je reste, et l'ambition a toujours été de rester et de continuer à développer, il n'y avait pas de sujet là-dessus, mais il fallait que je fasse quand même confiance à mes nouveaux investisseurs majoritaires du coup. Et donc voilà, donc il fallait tester tout ça, vraiment y réfléchir, et jusqu'au bout je savais pas si je voulais vraiment vendre ou pas quoi. Voilà. Je me suis dit je vais tester, franchement je trouve ça incroyable qu'on me propose dès maintenant un rachat et tout, je vais voir, et finalement j'ai vu, et voilà. Et le sujet là, je trouve hyper intéressant que tu as soulevé de toi par rapport à tous les autres collaborateurs de Goodid sur des sujets aussi compliqués que celui-là, de rachat ou refinancement ou des choses comme ça. Pareil, pas comment ça se passe, il n'y a pas de règles évidemment, mais comment toi tu l'as vécu d'être un peu de facto, que tu le veuilles ou non, le leader, la tête de Goodid, et donc où toi tu as tes propres doutes dans ta tête, comme tu m'as dit, tu as 10 mois où chaque matin tu te lèves en te disant bon allez je revends, et puis le soir tu dis ah non je revends pas. C'est clairement ça. Et où tu dois toi jauger quelle est la part que tu donnes à tous les autres collaborateurs, et quelle est la part que tu gardes en toi, parce que de toute façon ça crée plus de mal que de bien. En fait là tu découpes en deux, mais même t'as toi vis-à-vis de toi vis-à-vis de tes collaborateurs, mais même il y a encore plus que ça, il y a le jeu pas d'acteurs mais le jeu de négociation qui se met en place même avec les leveux, les investisseurs mais aussi les racheteurs,
où bah à chaque fois t'es un peu sur un fil où le soir on va te dire c'est un peu le jeu de la négo, on dit entre guillemets, en tout cas ce que j'ai appris à ce moment-là, qu'une bonne négo c'est comme ça que ça passait. Je sais pas si vraiment c'est le cas ou pas, mais en tout cas nous ça s'est un peu passé comme ça à certains moments, mais c'est le jeu et aujourd'hui j'ai aucun regret là-dessus. Mais ouais, parfois au dernier moment on te dit bon bah non, si c'est comme ça c'est trop cher, ou si c'est comme ça non ça va pas, si c'est comme ça non c'est foutu. Et donc là tu rentres pelo le soir. Comme quand t'achètes un tapis quoi, pareil. Non, il est pas si beau que ça. C'est vraiment, c'est comme c'est les méthodes de base du souk quoi, mais un peu gentleman, tu vois. Enfin en tout cas on se dit gentleman. Mais ouais, genre c'est vraiment et finalement le choix de vendre ou pas, il t'appartient pas qu'à toi en fait. Donc oui. Toi déjà tu vas te dire à un moment je sais même pas si je veux vendre ou pas, et puis ensuite derrière et eux ils choisissent est-ce que je vais acheter ou pas. Bah oui exactement. Chose. Donc t'as vraiment une plein de probabilités possibles, et du coup bah ça, si j'avais dû dire à chaque fois à mes équipes putain ils le voyaient, ils le ressentaient, et je sais qu'ils le ressentaient, ils me le disaient, et parfois je leur en parlais quand même un minimum pour que voilà les tenir un peu au courant, mais le message c'est plus quoi qu'il arrive c'est difficile, quoi qu'il arrive on sera financé dans X temps. À un moment j'ai dit bah voilà, je crois que c'était fin février ou un truc comme ça, j'ai dit quoi qu'il arrive on prendra une décision à ce moment-là, enfin je vous assure que à ce moment-là je prendrai une décision et à ce moment-là on sera financé soit par une levée de fonds soit par le rachat. Et du coup bah ça a un peu aidé, j'ai dépassé la limite j'ai un peu foiré, mais pas de beaucoup je crois d'un mois un truc comme ça, sur 9-10 ça va, mais voilà, mais du coup à un moment c'est comme ça que j'ai trouvé, c'est la seule solution que j'ai trouvée, c'est mettre vraiment une deadline pour eux en tout cas, mais pour moi aussi dans la même occasion. Mais sinon ouais, c'était pas possible parce que tu peux pas communiquer sinon tous les 3 jours je serais allé voir et je leur ai dit ah bah finalement ils veulent plus racheter, ah bah finalement ils veulent plus investir, ah bah finalement aussi etc. Et donc ça change. Et en fait il y a le Qatar qui est venu, ouais, exactement, et donc non, mais vraiment c'est possible, alors le Qatar je sais pas, mais vraiment t'as 10 000 possibilités tous les jours, et du coup bah tu peux pas tout communiquer de manière hyper transparente en direct, sinon ça fait BFM, et du coup c'est n'importe quoi. Ouais, c'est hyper anxiogène en plus. En plus, chacun son boulot quoi, et chacun ses responsabilités. Et j'estime en tout cas que celle-ci c'était la mienne, et de prendre d'endosser toute cette pression aussi, qui est quand même assez importante. C'est clairement la mienne, parce que si jamais je commence à leur parler d'autant de choses qui se passaient lors des négociations, etc. Bah clairement ils ont pas le temps de se focaliser sur leur boulot, donc aller vendre des contrats, aller développer le site, etc. Et donc chacun doit se focaliser sur sa tâche, et c'est ça qui fait que ça marche, tout en évidemment gardant une harmonie de transparence et tout évidemment, mais voilà, il faut quand même c'est pas inintéressant comme approche. Alors ça résout pas tout, mais de dire bah écoute toi ton job c'est je sais pas moi d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur du site, et de la même manière que tu viens pas m'envoyer un mail pour me dire que un petit truc est down, un petit truc marche pas comme ça, parce que tu sais très bien que tu vas le gérer et que c'est ton job. Moi il y a des choses qui doivent m'inquiéter moi, et je te donne les jalons de la même manière que toi tu me les donnerais. C'est pas inintéressant comme... C'est ça que ça aide aussi à faire déléguer, c'est qu'au début bah, chacun des contrats publicitaires, je sais pas, ou des petits bugs, etc. Bah, la personne devait les gérer, mais moi aussi ça me retombait dessus, et tu t'endosses toute la pression. Vraiment, je sais pas, t'as un problème avec un annonceur qui, sa campagne est mal diffusée sur Google, bah, je sais rien, il y a un problème de tracking, ce qui nous arrive régulièrement, mais comme partout, bah, ok, tu vas te dire, mais non, putain, je suis hyper stressé parce qu'il faut prendre en charge ce truc et tout. Et finalement, bah, maintenant, il y a une sorte de placo de verre qui s'est mis entre les annonceurs et moi, et ce genre de problème et moi, qui sont bah, les personnes qui sont responsables de ce point, et du coup bah, ça m'enlève une dose de pression là-dessus qui est colossale. Et en fait du coup ils m'aident tous les jours à pouvoir moi avoir ma mission qui est bah, gérer l'aspect levée de fonds, l'aspect etc. Qui aujourd'hui n'est plus un problème, la levée de fonds, mais on en a d'autres, mais voilà. Mais du coup oui, chacun sa mission, chacun a une mission en rôle défini. Ça veut pas dire qu'il doit pas du tout être au courant du reste, mais ça veut dire qu'il doit avoir le nombre d'informations suffisantes pour ne pas être stressé par le reste, juste l'avoir un peu en tâche de fond, pourquoi pas, mais vraiment de manière light pour qu'il soit assuré de faire son job quoi. Voilà. Et d'ailleurs à ce sujet-là, il y a un sujet qu'on aborde un peu en filigrane depuis le début, qui doit être, j'imagine, le truc sur lequel on t'a posé le plus de questions, mais peut-être pas dans le détail. T'es jeune, tu as lancé l'entreprise très jeune. Je suis très très jeune, effectivement. Je suis frais dans la fleur de l'âge. Et assez rapidement, tu as dû travailler avec des gens, j'imagine, plus âgés que toi. Parce que tu les as recrutés, t'as pas recruté que des gens c'est assez difficile d'ailleurs, parce que vu que toi t'as pas eu les 5 années d'études qui décalent. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un peu un gros bloc pour toi, que t'avais soit en tête, soit qui se mettait, ou pas particulièrement Déjà la première recrue qu'on a fait qui était plus jeune que moi, c'était Lisa, enfin c'est Lisa puisqu'elle reste, mais c'était il y a 6 mois je crois. En général ça reste comme ça, hein. Quand elle est plus jeune que toi, elle continue à être plus jeune que toi.
Il n'y a pas un moment où elle te rattrape? Non, mais je veux dire, elle reste dans la boîte parce qu'elle c'était un stage à la base. Okay. Et du coup, elle poursuit. Mais ouais, c'était il y a 6 mois, quoi, quelque chose comme ça. Donc avant, jamais j'avais eu personne qui était plus jeune que moi dans la boîte. Du coup, voilà. Et après, Victor Hugo a dit, c'est en vieillissant qu'on apprend à être jeune. Je sais pas après. Mais... du coup, bah ouais, j'ai toujours commencé à travailler avec des gens plus âgés. Après, l'écart d'âge au début était de 4 ans, 5 ans. Puis après, ça a évolué. Après, je sais pas, il y a des personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui avaient plus de 10 ans, parfois plus de 20 ans et tout, de plus que moi. Moi, j'ai pas réussi, je pense, à trouver la formule qui fait que j'arrive à travailler de manière un peu hiérarchisée, en tout cas managériale, avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Enfin, en tout cas, parce que je sais pas, j'ai pas réussi à trouver la formule pour que ça se marche, je pense. Peut-être que ça vient certainement de moi d'ailleurs. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas réussi. Ça me manque pas pour autant. Il y a plein d'articles sur la vertu d'avoir des gens plus âgés, voire vraiment un peu seniors et tout, tu vois. Enfin, quand je dis senior, vraiment dans les 45, 50, tu vois, minimum dans les boîtes. Il y a plusieurs boîtes auxquelles je pense qui ont fait ça et qui mettent vraiment en avant et tout. Il y en a plein sur lesquels derrière tu regardes et au bout de 1 an et demi, 2 ans, la personne est partie, quoi. Et que ça a pas forcément fonctionné. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples que j'ai pas forcément vus pour lesquels ça marche très bien. Mais je sais pas, je pense que y a pas de, faut pas, enfin, moi je regarde pas l'âge du début, tu vois. D'ailleurs, la plupart des entretiens, je fais même parfois sur le CV et tout, tu vois. Je regarde pas l'âge, je m'en fous, c'est pas ça le sujet. Mais c'est est-ce qu'il y a un bon fit et tout. Et parfois il y a c'est plus difficile de manière générationnelle d'avoir un bon fit avec une personne qui est quand même plus âgée, quoi. Beaucoup plus âgée. Donc, mais voilà. ça c'est plus un constat ou toi quelque chose que t'as dans la tête des fois de te dire ah oui c'est vrai que j'ai monté la boîte assez jeune. Non, on a parlé un peu de. C'est plus une généralité débile. C'est vraiment une généralité. Enfin en vrai ça me dérange pas. Est-ce que les intervieweurs aiment bien te redire bonjour Vincent, vous avez 22 ans. Non, aujourd'hui, demain, bon déjà il y a une problématique de finance, hein, clairement. Enfin et puis demain. J'ai plus de mal à me voir, enfin même manager quelqu'un qui a 30 ans de plus que soi, qui a 30 ans d'expérience de plus que soi et tout, j'ai pas la prétention de pouvoir le faire, quoi. Enfin, je veux dire, donc il y a une autre formule de relation qui doit se mettre en place et aujourd'hui j'ai pas réussi à la trouver. Mais après ça peut très bien, enfin ça va très bien. J'espère que ça va arriver un de ces quatre, tu vois, mais pour l'instant j'ai pas réussi, c'est tout. Ouais. Et je suis pas tombé aussi. C'est beaucoup une histoire de profil, c'est pas qu'une histoire d'âge, hein. C'est vraiment est-ce que la personne, on va bien s'entendre, est-ce que ça a marché, est-ce que elle a les compétences requises et tout. Et l'expérience qui va avec et tout, bah ça je suis pas encore tombé sur la personne avec laquelle ça a marché. Et alors on va arriver un peu à la partie la plus récente de l'histoire. C'est non pas qu'il faille systématiquement découper sur des données financières, mais c'est plus que c'est des moments où la boîte change. Donc là maintenant vous travaillez au sein de la Banque Postale. Comment ça s'organise? Alors aujourd'hui du coup donc nous on est une filiale de KissKiss. Le rachat a été financé par la Banque Postale. Au board on a des personnes de la Banque Postale et de KissKiss. Et au ce moment on est hébergé chez KissKiss. Voilà. Ok. Et alors donc ce nouveau chapitre, comment ça se passe, comment tu l'appréhendes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a monté sa boîte pour plein de raisons, qui a vécu tout un tas de choses et qui maintenant se retrouve dans un nouveau setup? En fait ça, franchement, sincèrement, ça change pour l'instant pas grand chose. Enfin ça change beaucoup moins que à quoi on pourrait s'attendre en fait. D'accord. On garde vraiment pas beaucoup d'autonomie pour l'instant. Les équipes de KissKiss et les équipes de la Banque Postale me font confiance. Après ça fait pas 10 ans, hein, ça fait moins de 6 mois je crois, que je comme ça, donc ça fait pas trop longtemps non plus. Pour l'instant on a un modèle qui tourne bien et tout, donc il n'y a pas de problématique majeure. De toute façon tout se passe bien, donc il n'y a pas de problème, hein, voilà. Mais pour l'instant ça se passe très bien. Il me laisse l'indépendance dont j'ai besoin, il me donne la confiance dont j'ai besoin aussi. On s'entend bien, très bien, même avec les équipes de KissKiss et tout. On se marre même, donc c'est cool. Bon après non, il y a franchement ça change pas. Moi ce qui me faisait peur en levant des fonds et tout, c'est d'avoir à le refaire dans 1 an et demi, 2 ans et tout. C'est surtout ça les gros sujets. Sur un modèle social c'est assez difficile parce qu'on a une rentabilité quand même plus longue. Les fonds aussi, quand on leur dit écoutez, nous notre ambition c'est une ambition sociale, c'est pas une ambition ultra lucrative, ça les fait plutôt partir parce que c'est pas leur ambition à eux. Du coup là on a trouvé avec la Banque Postale un partenaire, tu vois, qui est citoyen, enfin c'est une banque à forte mission publique, qui a pour objectif de démocratiser le service bancaire et tout. Ils ont 300 000 associations derrière qui gèrent, etc. Donc pour nous ça faisait énormément de sens. Ils l'ont vu assez rapidement et tout, donc non franchement il n'y a pas de... Et pour nous ça change quoi, franchement on nous pose souvent la question, hein, au sein de l'équipe et tout, et même avec les collaborateurs.
Ça change. Pour l'instant, ça change pas grand-chose. Voilà. Exactement. Mais c'est drôle parce qu'on peut ces sujets à moult fantasmes, le rachat d'une petite boîte par une boîte un peu plus grosse. Après, tu me diras, KissKissBankBank, c'est pas comme si vous aviez été racheté par une boîte de son. Ouais, alors il y a quand même la banque postale derrière, qui est, je crois, c'est c'est la 5e plus grosse banque française, je crois, un truc comme ça, enfin, qui a une organisation colossale quand même, et surtout qui est macrocéphalique, parce qu'il y a derrière, il y a la Poste et tout, donc on fait partie d'un groupe assez important, et on a pas mal de relations quand même avec eux. On a des décisions stratégiques qui sont prises en board par rapport à la banque postale et KissKissBankBank sur le long terme. On a des objectifs même de synergie avec eux et tout, de trucs auxquels on pense qui seraient vraiment sympas à mettre en place pour leurs clients et tout, et eux en termes d'innovation qui serait intéressant. Après, ils ont compris, et c'est vraiment aussi, je pense, l'intelligence du côté de la banque postale, et qui a été impulsée aussi en partie par KissKiss, je pense, on est des entrepreneurs, on est des startups. S'ils nous rachètent, c'est aussi parce qu'ils savent pas faire ce qu'on fait. Et du coup, ils nous laissent l'autonomie dont on a besoin. Ils nous donnent les moyens financiers, les moyens humains parfois, les moyens en termes de synergie et tout, pour mettre en place notre stratégie et pour aller plus loin dans notre modèle, mais tout en nous appuyant de manière un peu comme un papa qui va pousser, tu vois, le bébé qui va commencer à marcher, quoi. Mais c'est nous qui marchons tout seuls. Et ils ont bien compris le truc. On n'est pas. Après, ça dépend vraiment du rachat, ça dépend de l'objectif qu'il y a derrière. Nous, l'objectif, c'était pas de devenir des équipes aliénées de la banque postale, tu vois. Enfin, c'était vraiment de garder notre culture, garder notre ambition, garder nos valeurs et tout, et de les ajouter au groupe de KissKiss, au groupe de la banque postale. Et au tout début, genre on va dire entre le moment où c'est presque sûr que c'est ça la suite et le moment où vous commencez à poser vos valises dans les nouveaux bureaux, est-ce qu'il y a un moment de soit crise identitaire un petit peu en interne, soit avec toi, avec les équipes, ou alors au contraire de liesse, de folie, de on y est arrivé? Comment ça se passe cette période un peu? Alors moi ça me faisait flipper le post-rachat, parce que je me disais putain ça y est, tout le monde va considérer qu'on est stabilisé, que c'est bon, tout est gagné et tout, parce que c'est un peu vu comme une fin en soi. Alors la levée de fonds est souvent vue parfois pour une fin en soi. Alors que c'est vaguement un début. Ouais, clairement. C'est vraiment le début des emmerdes, quoi. Et le rachat c'est souvent vu aussi comme une fin en soi. Ça un peu plus, je pense quand même. Enfin, c'est un peu plus légitime quand même que une levée de fonds. Parce que parfois les fondateurs se barrent, parfois il y a plein de trucs qui font que ça peut être vu comme une fin d'une aventure, d'un cycle. Pour nous, c'est clairement ça, c'est la fin d'un premier cycle. C'est Goodid pirate tout seul dans son coin, à faire des levées de fonds, à essayer de trouver son modèle, à galérer à la fin du mois parfois. Là aujourd'hui, c'est plus notre problématique. Maintenant, on arrive à un deuxième cycle où maintenant c'est Goodid grand avec la banque postale et KissKissBankBank derrière, et du coup il faut pas relâcher pour autant parce qu'on a plein de défis qui sont différents. C'est une autre type d'aventure et c'est cool. Enfin, on n'est pas des salariés lambda, on n'est pas on reste autonome, on reste une boîte à part et on reste avec un seul objectif qui aurait dû toujours être le même, qui est maximiser notre impact et optimiser notre chiffre d'affaires pour être rentable le plus rapidement possible et faire un truc viable, quoi. Donc t'avais un peu d'anxiété, mais finalement ça y a pas eu. Ouais, alors franchement, pendant un mois, on a dû déménager. Non, un mois après, on a dû déménager, aller chez KissKiss, tu vois, genre rencontrer leurs équipes. Il y avait clairement un moment d'euphorie très cool, mais c'était hyper positif justement. C'était hyper cool au sein de l'équipe et tout. Après, c'est très cyclique, les humeurs au sein des petites équipes et tout, donc ça monte, ça descend et tout, faut faire gaffe. Mais du coup non, ça s'est très bien passé. On avait peur, moi j'avais peur, effectivement que ça se passe pas bien avec les équipes de KissKiss ou j'en sais rien ou quoi, que ça se passe bien mais qu'il y ait des petits trucs non dits ou j'en sais rien, il peut se passer 10 000 trucs, quoi. Et très vite on a fait une soirée en fait le soir du lancement, on s'est marré avec les équipes de KissKiss tous et tout, avec les gens de la banque postale. Il y a beaucoup moins de non-dits que pendant les négos, enfin tout s'est bien relâché, tout s'est bien empilé en fait. Après c'est la Coupe du Monde, on va voir les matchs ensemble. Ça, c'était longtemps après quand même. Mais ouais, clairement, enfin vraiment c'est comme ça, enfin vraiment tout s'est bien encaissé et tout, donc vraiment il y a rien eu à redire, les équipes sont bien entendues et tout. J'essaie de trouver des trucs qui auraient pu, mais franchement non, vraiment j'espérais pas que ça se passe mieux que ça en tout cas. Ah non, mais faut pas chercher les trucs si on non, voilà, exactement. Pas. Alors par contre, il y a aussi un autre angle qui me rend très curieux, c'est le changement de statut, qui soit réel ou projeté par les autres, de toi en fait, ou quelque part si on veut te coller des étiquettes, parce que dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, t'as pu être jeune entrepreneur qui monte une boîte qui fonctionne très bien, en plus social, que demande le peuple, à là en plus donc entrepreneur qui a revendu, ce qui a un certain impact en termes d'argent aussi pour toi, et avec toute la notoriété dans le startup world qui est assez friand de ce genre de choses. Est-ce que de toi à toi, ça a changé des choses, mais comment t'as vécu peut-être ces nouvelles étiquettes, ce nouveau changement de statut?
Et ben en fait justement il y avait vraiment ce sujet hein, d'ailleurs. Enfin genre c'était vraiment un truc auquel j'avais pas du tout, je m'étais pas imaginé y penser, mais effectivement avant la vente je m'étais dit bah non, si je revends ma boîte par contre je change clairement, enfin je serais partie d'un groupe et tout, je serais plus vu comme entrepreneur, même moi enfin ça me change en fait pas du tout hein. Pour moi je reste vraiment enfin ça a rien changé vraiment, je reste entrepreneur, je garde Goozid, enfin ouais, on garde l'autonomie, je reste aux manettes. Alors évidemment, t'es pas allé fêter ça au Phuket avec tes nouveaux amis de la haute? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis parti en Birmanie voir un projet. C'est ce que j'ai fait 2 semaines, 3 semaines après la vente du coup. Je suis parti en Birmanie 1 semaine, 8 jours tout seul pour décompresser. Et puis je m'étais dit je vais faire un point sur moi-même et tout. Rien du tout, pas du tout. J'ai fait 3 fois le tour du pays. J'ai pris 7 avions en 7 jours. Enfin, du coup non, j'ai vraiment juste kiffé et surtout aller voir un projet qu'on avait financé. Voilà, c'était mon petit truc. J'avais fait le Népal en décembre, mais dans d'autres conditions complètement différentes, tout seul aussi. Mais par contre, là, c'était parce que ouais, les négos, machin, ça durait énormément de temps. Il fallait que je décompresse quoi. Genre vraiment. Et là, c'était différent comme voyage. Mais non, je suis pas allé fêter ça au Phuket. Je fêtais ça. En plus, le soir, non, même pas. J'ai fêté ça le soir de la signature, un resto coréen. J'ai fêté ça un barbecue coréen avec mes potes, donc vraiment rien à voir quoi, genre le truc et j'ai fini, bon tout à fait honnête, j'ai fini, alors ça c'est énorme anecdote, j'ai vomi chez un pote et je suis retourné le lendemain matin chez lui pour les déboucher. J'ai même pas payé un plombier ou quoi, tu vois, alors que j'aurais clairement pu. Je suis allé retourner chez lui avec mon truc débouché. Vraiment. Bon, bah, au final, toutes les années étudiantes qui te manquent, tu les retrouves autrement. Oui, clairement, clairement, mais c'est un bon souvenir, tu vois, c'est une bonne anecdote et tout. Et voilà, je suis plus content d'avoir pas fait le petit con et de dire bah vas-y, j'ai gagné de l'argent, je les dépense en plombier, tu vois. Enfin, c'est débile. Alors que j'aurais pu le faire tout seul. Donc non, franchement, c'est hyper important de garder. Garder des valeurs minimum. Bon après tu me diras j'ai quand même vomi. Hein, donc c'est le mec qui parle de valeurs alors qu'il a des gars. Attends, il faut rester quand même droit dans ses bottes, la responsabilité. Ouais. Donc voilà. Mais non, j'ai pas particulièrement changé de statut. Alors oui, ça apporte, je pense, une sorte de moi en tout cas les entrepreneurs qui avaient revendu, c'était vraiment waouh putain il a réussi un truc incroyable quoi. Et puis en fait une fois que tu vois ce que c'est, t'as des boîtes qui sont vendues, mais c'est plus de faciès, tu vois. T'as plein de boîtes qui sont vendues, je sais pas, un peu à la casse, tu vois, parce que ils veulent l'entrepreneur ressortir par le haut. Pas 1 euro symbolique, mais 2 euros symboliques, quoi. Ouais, voilà, ou même, parfois des montants beaucoup plus importants, mais qui sont pas du tout la réalité de l'entreprise ou ce qui aurait pu en être en tiré, c'est parce que l'entrepreneur en a marre ou parce que l'équipe veut partir ou j'en sais rien. Enfin voilà, nous c'était pas du tout le cas. Moi c'était une opportunité, ça s'est passé. Enfin moi j'ai eu beaucoup de chance tout au long des 4 ans, hein, parce que ça s'est commencé, j'ai rapidement levé. Alors il y a des moments qui ont été plus durs quand même. Il y a des moments où il a vraiment fallu être résilient, persévérant et tout. Parce que voilà, il y a un gap entre je sais pas fin 2015 et 2017 qui était quand même dur. Ça fait quand même 2 ans. Mais c'est la moitié de la vie de Goody. Ouais, voilà. Mais c'était cool, tu vois, ça fait une super expérience et voilà, mais c'était quand même, voilà, c'était pas facile. J'aurais pu arrêter, je pense, à ce moment-là. Mais voilà, j'ai continué et tout. Et finalement, à la fin, ouais, on a fini par trouver cette levée de fonds. On avait le choix et ça, c'est cool. Genre vraiment, on avait le choix et finalement, j'ai choisi la Banque Postale parce que sur le long terme, ça avait plus de sens. Parce que je pense qu'on avait une harmonie au sein de l'équipe qui était meilleure. C'était aussi un choix, franchement, interne, qui était meilleur avec ce groupe. La Banque Postale, c'est un groupe public, j'étais hyper content de rendre un peu ça, tu vois, à l'État et tout, enfin Goodid qui est une mission citoyenne, tu vois, sociale et tout. Je trouve que c'était un super mariage, ça se représenterait peut-être pas 10 fois. Je me suis dit c'est vraiment l'occasion, c'est un bon moment, c'est bon momentum et tout. Voilà, autant surfer dessus, je vais au bout et finalement je suis allé au bout. Voilà. Mais non, voilà, ça, il y a une sorte de peut-être je sais pas comment dire de notoriété qui se crée un peu autour des entrepreneurs qui ont vendu et tout, mais j'ai pas l'impression forcément de faire partie de ça et voilà. Je suis pas trop startup world et tout, je suis pas trop, voilà. Je pense pas en tout cas. Bon, merci Vincent, on se reverra peut-être dans 2-3 ans pour voir les nouvelles pages de l'histoire. Merci pour cette discussion. T'as une question, alors plus c'est quelque chose que sur lequel j'aimerais bien t'entendre, c'est il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont soit des entrepreneurs qui sont déjà dans leur business et voilà qui se reconnaissent dans des moments, des choses que tu as vécues, soit des entrepreneurs qui se lancent ou qui vont se lancer sans trop savoir qui t'écoute, mais en prenant juste conscience de ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Pas forcément un conseil, pas forcément l'expérience est une expérience, hein, mais là comme ça, qu'est-ce qui te vient que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent? Déjà c'est cool que tu me demandes pas de donner un conseil parce que tout le monde me demande ça et
Ah bah non, mais peut-être que t'es un entrepreneur comme tous les autres, c'est-à-dire tu sais pas vraiment ce que non, tu fais, donc t'as rien à dire. Non. Bah du coup le conseil c'est si jamais c'était un conseil, ce serait vraiment je ne sais pas. Mais du coup un truc à dire, vraiment le plus gros moteur, c'est je sais pas, faut savoir écouter les autres, mais faut aussi savoir vraiment s'écouter à des moments quoi. Et c'est un peu phrase de yoga, teacher, mais franchement c'est vraiment ça quoi. C'est à des moments, si vraiment t'es sûr de toi, vas-y à fond. Le nombre de personnes qui m'ont dit que ça marcherait pas, le nombre de fois où ça aurait pu ne pas marcher. Au bout d'un moment, si t'as confiance et tu développes une certaine. Alors ça veut pas dire qu'il faut mettre des œillères et avoir un ego surdimensionné, ne pas écouter les autres, etc. Mais néanmoins, à un moment, il faut suffisamment se faire confiance et se dire je vais y arriver, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Et je pense vraiment, tu peux toujours trouver une entourloupe, un truc qui fait que tu vas y arriver, quoi. Et voilà. Et je pense que vraiment, si tu te fais confiance et que tu penses que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Voilà, faut juste y croire. Top. Si les personnes qui nous écoutent veulent te parler, te rencontrer, veulent prolonger, on les envoie où ? Sur LinkedIn, je réponds franchement à tout. Enfin, sur LinkedIn, pas de souci. Ok, bon, je te remercie encore et puis à la prochaine fois. Ouais, carrément. Allez, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de me faire vraiment plaisir, ces avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Merci beaucoup et au prochain épisode.